d'abord, je veux juste montrer. Ça, c'est une espèce de jouet, hein, de jouer avec les fichiers qui sont dans la collection. Et on a pris les fichiers, on les montre comme ça, et malheureusement, on ne peut pas écouter, mais chacun, il y a 20 secondes, on peut écouter ce qu'il y a. Parce que le problème pour nous, dans la collection maintenant, il y a 11 500 heures de son. C'est très difficile de concevoir ce qu'il y a là-dedans. Mais il y a la musique, le chant, les histoires, il y a vraiment beaucoup de choses. Et c'est vraiment très... C'est beau de les écouter parce que même si on ne comprend pas, on peut voir qu'il y a des choses là qui sont vraiment très importantes. Alors ça, c'est un truc qu'on a fait pour ça. Mais c'est juste pour montrer. OK. Bon, cet après-midi, je veux vous parler de l'archivage. Pourquoi l'archivage? Et il y a des détails. C'est peut-être un peu dur, un peu mûr, dry, je sais pas. Sec, oui, aride. Mais et en plus, le nombre pour aujourd'hui, c'est 14. Okay? Ça sera là pour toute la journée. Et je parle, pour la plupart, je parle de l'archivage linguistique ou musicologue aussi, mais ce n'est pas l'archivage comme archivage, mais l'archivage numérique aussi. Je vais montrer les étapes pour déposer dans notre archive par direct. Je vais parler du numérisation, comment numériser les choses qui existent déjà, les manuscrits, les bandes, comment nommer les fichiers, les métadonnées. Comme j'ai dit, c'est un peu aride, mais c'est très très important parce qu'on peut vraiment, si on fait des petites erreurs, ça risque de vous donner des problèmes dans le futur. Et après aussi, l'archive, ce n'est pas juste un dépôt, c'est pas juste un lieu où on met les choses. Il faut après avoir l'assurance de qualité et la vérification des dossiers qui sont dans l'archive, et ça, il faut le faire chaque jour, hein, il faut chaque semaine. C'est pas l'archive doit faire cette espèce de travail. Et puis aussi, il y a le sauvegarde, c'est backup, et reprise après sinistre. Ça veut dire, s'il y a un désastre, comment récupérer les fichiers qui étaient là autrefois. Et ça fait partie de l'archive. Hein. Ce n'est pas juste un disque dur où on met toutes les données. Parce qu'on sait qu'il y a les sites web, il y a les fichiers sur l'ordinateur, il y a tous ces Facebook, Instagram, Twitter, beaucoup de données, beaucoup d'informations dans ce que j'appellerais les petites langues. Et aussi, il y a tous les apps maintenant sur les portables, mais ils ne sont pas trouvables. Hein? Même pour moi, si enregistre quelque chose il y a un an, après je peux pas le trouver, je sais pas où c'est. Alors, il faut créer des structures qui vont être disponibles dans le futur. Et le problème pour les petites, ce que je vais appeler les petites langues, comme toutes les langues dont nous intéressons ici, c'est qu'il y a beaucoup de traditions orales, de musique, de chants qu'on veut enregistrer, peut-être on a déjà enregistré, et qu'on veut réintroduire dans la communauté. Alors, si on a fait des enregistrements dans les années 50, 60, il faut que ces enregistrements reviennent pour que les gens d'aujourd'hui puissent jouer, chanter. Oui. Et
quand on a les fichiers numérisés, on peut faire plusieurs choses avec ça. Mais l'important, c'est qu'ils doivent être pérennés, c'est-à-dire ils doivent être dans un archive. Après, on peut faire les sites web, on peut créer les apps, on peut faire tout ce qu'on veut avec ces choses après. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens maintenant, ils veulent créer le site web, ils veulent créer l'app, mais ils ne pensent pas aux données qui sont là-dessous. Et il faut vraiment faire à l'inverse. Il faut archiver avant et puis créer tous les autres outils. Et l'important aussi, c'est de sauvegarder les données en plusieurs lieux. Ça, c'est le Musée national du Brésil qui a brûlé il y a un an. Elle était à Brésil la semaine dernière, elle a vu. Mais c'était un grand désastre pour le Brésil parce qu'il y avait là beaucoup de choses là-dedans, comme on imagine dans un musée, mais aussi beaucoup de données linguistiques uniques qui étaient là-dedans. Et maintenant, ils sont perdus. Ils sont perdus. Hein? Ils n'ont pas fait même une copie dans un autre lieu. Ils n'ont pas numérisé. Alors c'est vraiment un grand leçon là, pour nous de quoi ne pas faire. Hein? Mais ouais, c'est difficile, mais des fois il faut qu'on fait les fautes soi-même. Hein? On ne peut pas apprendre des fautes des autres, malheureusement, mais peut-être là on voit ce qu'on ne doit pas faire. Là, alors, la collecte de la tradition orale, nous voulons créer des enregistrements pour toutes les langues du monde. Et là, dedans, il y a les manuscrits, récits, conversations, chansons, discours, plusieurs choses. Ce n'est pas juste l'enregistrement de vidéos, mais aussi les manuscrits historiques et tout ce qui existe déjà. Une petite pierre peut détruire une grande pirogue. C'est une histoire que j'ai enregistrée avec un vieux Efate à Hérakon, c'est là où je travaille. Kasra Namaf, malheureusement, a déjà décédé. Mais c'est vraiment c'est une morale d'une histoire. On peut avoir la grande pirogue, mais il y a des petites pierres qui évitent de le lancer sur la mer, parce qu'on peut détruire même un grand pirogue avec les petites pierres. Et les petites pierres là, je parle des choses comme ne pas numériser bien, ne pas nommer bien, ne pas avoir un archive. Et en plus, j'ai pu trouver cet énoncé-là parce que c'est dans l'archive. Ça, c'est le numéro dans l'archive. Ça, c'est où ça commence dans le fichier. Ça, c'est le temps où ça finit dans la... Et j'ai pu faire ça parce que j'ai fait la transcription avec Elan. Alors, il y a toutes ces étapes pour que j'ai pu mettre ça ici sur l'écran. Et si j'avais le son, on pourrait même aussi le écouter. Un des problèmes pour nous, c'est de trouver ce qui existe déjà sur les langues qui nous intéressent. Et on peut demander, est-ce que je peux écouter quelque chose dans cette langue? Est-ce que je peux voir les manuscrits faits par les premiers missionnaires? Ce sont des questions que je crois que tout le monde peut-être partage ici. Et toutes ces choses. Je veux entendre ma grand-mère. Bon, je sais qu'il y a eu une linguiste qui est venue dans notre village, il a fait d'enregistrements, mais je ne sais pas où se trouvent maintenant ces enregistrements. Peut-être dans le bureau du linguiste, ou s'il est mort, dans leur maison, là.
Comment trouver tout ça? Et même si on veut réintroduire des matériaux dans l'école, comment trouver ces matériaux? Et là, on voit, ça c'est Vanuatu, et ce que j'ai fait là, c'est de montrer les langues qui ont beaucoup d'informations ou ces petites langues-là en blanc qui n'ont vraiment pas d'informations dans les archives. Et on voit qu'il y a beaucoup, alors le vert c'est le mieux, mais il y a beaucoup de blanc là. Hein? Et ça c'est dans les archives linguistiques ce qu'on peut trouver. Et après, quand on trouve quelque chose, on veut après peut-être aller voir vidéo et lire ce qu'il y a là aussi. Mais ça, c'est possible seulement si on a archivé les données. Les collections dont je parle maintenant sont, pour la plupart, les collections faites par les académiciens. C'est les musicologues, les linguistes. Et c'est les recherches qu'ils ont fait dans le passé. Et ça, c'est expressement. Ce Paradisec, on l'a créé pour trouver tout ce qu'on a fait dans le passé et qui n'était pas encore archivé. Ouais. Juste une précision, la manière d'utiliser le mot académicien dans le monde anglo-saxon, c'est academics. En fait, ouais. Ce sont les chercheurs, ça peut être aussi des académiciens. Ouais. C'est tout le monde, ce qu'on appelle le monde académique, c'est-à-dire le monde de la recherche. Oui, merci. Oui, et alors les espèces de collections qu'on voit, c'est ceux qui sont toujours dans l'université, mais aussi dans les maisons de collectionneurs et aussi dans les dépôts analogiques, peut-être dans les bibliothèques, mais ils se trouvent juste dans un lieu. Et si quelqu'un en Australie a fait du travail ici, ou dans le Pacifique, ou Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est impossible pour les gens là de trouver ces données parce qu'ils existent juste dans un lieu en Australie. Et notre équipe trouve que c'est inacceptable maintenant de travailler comme ça. En plus, il y a les problèmes des bandes magnétiques, bandes audio. Ça, c'est le musée des îles Salomon, et toutes ces choses-là sont des bandes, soit bandes ou cassettes, mais dans le musée-là, ils n'ont pas de machine, alors ils ne peuvent pas écouter ces bandes. Nous avons travaillé avec eux pour numériser une partie de cette collection. Mais le problème aussi, c'est que c'est dans le tropique, et on sait que dans le tropique, les bandes se mouillent, et après, ça risque de les détruire. Alors, et le problème maintenant, c'est on dit qu'on n'a que encore 6 ou 7 ans, et les bandes ne seront plus jouables. Alors c'est vraiment urgent maintenant de trouver ces bandes et de les numériser. Parce que les bandes sont faites avec du plastique et ne sont vraiment pas faites pour durer longtemps. Avec les enregistrements historiques, comme je dis, il y a le problème et le tâche de les numériser. C'est un grand travail, ça prend du temps. Mais aussi pour aujourd'hui, si on est en train de faire le travail, nous devons penser les problèmes de nommer des fichiers, de manque de métadonnées. Métadonnées, c'est de dire la description de ce qu'il y a dans l'enregistrement. Et la grande question, comme je dis, pour nous, c'est comment est-ce que les locuteurs pourront trouver les enregistrements. Et ce n'est pas possible maintenant de faire ce travail sans qu'on le fait en collaboration avec les locuteurs et qu'ils aient quelque chose aussi eux-mêmes. Ce n'est pas juste pour nous, les chercheurs. Alors il faut un catalogue. Okay. Si on va créer une archive ici,
il faut un catalogue et le catalogue doit décrire ce qui existe là-dedans. Il faut être conforme aux standards. Il y a des standards internationaux pour tout ce qu'on fait là. Il y a des archives, c'est déjà bien connu comment faire ce travail. Nous ne devons pas le créer nous-mêmes. Il y a des métadonnées dans cette Open Archives Initiative, Dublin Core, Open Language Archives Community. Ce sont des ressources qu'il faut il faut se profiter de ces ressources. Et le catalogue doit être accessible sur l'Internet, bien sûr, pour que tout le monde puisse le consulter. Et il faut utiliser les termes standards et aussi les standards pour les noms des langues. Et ça, c'est un peu difficile, mais on en va parler. Il y a quelques archives. Alors, une grande archive à Nijmegen, en Hollande, et l'autre à Londres, le nôtre en Australie, un autre pour Amérique du Sud, à Texas, un autre là, à Alaska. Mais comme vous voyez, ce n'est pas assez. Il y a aussi le réseau international des archives qui s'appelle Delaman. Voilà les archives qui font partie de Delaman. Mais je crois qu'il faut ajouter celui-là maintenant, l'archive de la Polynésie française. Comment je parle maintenant. Mais on voit qu'il y a assez, ce sont aux États-Unis, le nôtre ici, projet archivage à Paris, c'est la cité au CNRS, mais il nous faut beaucoup de plus. Il y a aussi la communauté d'archives linguistiques ouvertes, OLAC, et là il y a une soixantaine d'archives qui font partie de OLAC. OLAC, c'est un service que les linguistes ont créé et chaque nuit, il va moissonner les données de chaque archive et les mettre dans une page comme ça. Mais pour chaque langue du monde, on peut trouver tout ce qu'il y a dans tous les archives. C'est vraiment très important ça. Alors, si nous, à Paradisiac, on ajoute une autre donnée aujourd'hui, demain, ça, il sera dans cette directoire en ligne. Alors, si on crée un archive ici, je vous conseille de le faire partie de OLAC aussi. Dommage que c'est un peu, on ne peut pas voir, mais avec le URL là, et je peux vous l'envoyer si vous voulez, il faut ajouter les 3 lettres qui sont le code du langue. Chaque langue, en principe, dans le monde, a un code, c'est ISO 6393, 6393. Chaque langue a ces 3 lettres. Et si on a cette URL et on ajoute les 3 lettres, on va voir cette page pour ces langues. C'est vraiment très important. Il y a aussi Cocoon, que j'ai pas. Ça fait partie de la cité aussi. C'est un archive à Paris. Et c'est là peut-être qu'on va trouver encore de données sur les langues de la France. Et le nôtre, c'est Paradisiac. Et c'est l'URL. L'adresse, oui. Et là, c'est le catalogue. On peut si on veut, on peut le regarder. Mais juste pour... on a essayé de le faire assez simple. On peut créer des catalogues très complexes, mais nous savons que les gens ne veulent pas mettre beaucoup d'informations dans un catalogue comme ça. Alors c'est assez simple. C'est le titre, une description, c'est texte libre, la date, et le pays, on peut, là, la langue, et après, ce sont les fichiers qui sont
qui font partie de cet article. Ouais. Et alors, je crois que si on le fait assez simple, les gens vont ajouter les choses dans l'archive, mais si on le fait trop complexe, et on l'a vu avec les autres archives, ils ne vont pas déposer les fichiers là-dedans. Oui, et avec notre catalogue, et on peut faire beaucoup d'espèces de catalogues maintenant, mais on peut chercher les langues, les pays, et après on va voir ici tous les données. Alors là, j'ai cherché pour French Polynesia, et ce sont les fichiers que j'ai trouvés là. Pour nous, une des choses pour Paradisic, c'est que c'est tout en anglais. Tout ce qu'on a là est en anglais. Mais comme on a dans la collection, il y a, comme Jacques a dit, plus de 1200 langues. Alors, ce n'est pas si facile de trouver quelle langue pour mettre dans l'interface. Voilà le catalogue. Et on voit qu'il y a beaucoup de fichiers, d'articles à Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais ils sont aussi un peu de partout. Et même de l'Afrique, Italie, États-Unis. Et ça, c'est parce qu'il y a si peu d'archives dans le monde que nous avons chez nous aussi. Pour chaque article, on peut choisir la langue. La langue liée à les données pour la langue, il y a les coordonnées géographiques. Alors, on peut après chercher à la carte pour trouver des informations aussi. Bon, parce que je sais que peut-être on ne comprend pas tout ce que je dis, je veux vous laisser maintenant un moment pour poser des questions, si vous voulez. Mais vous êtes libre de lever la main s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Hein? Dis que c'est très clair. Merci. Ok. L'autre chose avec un catalogue maintenant de nos jours, il y a des façons pour que le catalogue est moissonné non pas juste par OLAC, mais aussi par Google, on le connaît très bien. Mais il y a d'autres services aussi. Chez nous, il y a l'Australian National Data Service qui moissonne notre catalogue. On le voit par Research Data Australia. Et c'est important pour nous de publier ces données, ces métadonnées, la plus largement possible. Pour que les gens puissent trouver ce qu'il y a dedans. Alors, il y a aussi le Virtual Language Observatory, ça c'est à Hollande. Ils ont notre métadonnée aussi. Et le WorldCat. Hein? Parce que là on avance doucement, et comme si tout le monde comprenait bien. Est-ce que tout le monde comprend bien le principe du moissonnage? Ou est-ce que vous voulez qu'on réexplique ce que c'est que le moissonnage? Ça va? Tout le monde hein? L'idée c'est que de la donnée de terrain, c'est-à-dire vous faites un enregistrement, vous le déposez dans une archive locale qui peut être à l'université, au SPA ou que sais-je. Eh bien, si le travail est fait correctement, à cet enregistrement particulier, mais c'est vrai de tout document que vous déposez, sont associées des informations qui décrivent ce qu'il y a dans le document, comment il a été recueilli, son nom, etc. Toutes ces informations-là, on appelle ça des métadonnées. Et si les métadonnées ont été renseignées en suivant des standards, c'est-à-dire des choses qui sont reconnues au niveau international, eh bien l'avantage, c'est que il existe des structures qui sont supranationales, au-dessus des États, si vous voulez, en quelque sorte, même si elles sont hébergées dans des pays particuliers et qui travaillent de manière internationale, qui sont en mesure de collecter cette information et donc de donner accès
à toute la planète du contenu des archives, des petites archives particulières distribuées partout dans le monde. Et donc c'est ce que fait par exemple ici la structure OLAC. C'est une archive, c'est une structure de moissonnage pour les linguistes qui va, comme le dit Nick, toutes les nuits prospecter, enfin toutes les nuits de là où il se trouve, puisque c'est la planète, hein, mais il va chercher dans toutes les archives qui se sont inscrits à ce programme les nouvelles informations qui ont été déposées, les nouveaux documents avec les métadonnées qui sont associées. Et donc c'est une sorte, plutôt que si jamais je cherche un document sur telle ou telle langue, plutôt qu'aller me balader dans chacune des archives les unes après les autres, il suffit que j'aille consulter OLAC, je mets le nom de la langue, et là je dispose de l'intégralité de toutes les informations qui ont été moissonnées à l'échelle de la planète. Et ensuite, grâce à cette plateforme qui moissonne l'information globale, je peux retrouver le petit enregistrement ou le document qui a été réalisé à tel ou tel endroit. La condition pour qu'on puisse faire ça, évidemment, c'est que les métadonnées soient renseignées de manière rigoureuse en suivant des standards internationaux. Ah, ok. J'ai voulu jouer des petits morceaux, mais ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas, Nicolas? Dis-moi, pourquoi ça ne marche pas? Non, ça marche. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Parce que j'ai changé de machine. Non, ça va. Alors, il y a des méthodes, je parle des méthodes pour faire ce travail. Et il y a d'un part le travail du terrain, le travail que peut-être nous faisons tous, d'enregistrer les choses, même chez nous ou comme chercheurs. Mais il faut penser à toutes ces choses pour qu'on ne crée pas les petites pierres qui vont détruire notre grande pirogue. Et alors, il faut penser à ces choses. Je crois qu'ils n'ajoutent trop à le travail, mais ils vont vous offrir un grand bénéfice après. Vous allez choisir ce que vous faites. C'est pas un dictateur non, qui dit il faut faire comme ça, mais il faut il faut savoir ce qui est mieux et ce qui est pire comme façon de travailler. Et j'espère qu'aujourd'hui je peux vous convaincre de ce qui est mieux dans la façon de faire les enregistrements, de créer les archives. Bon, comment créer des données durables? Qu'est-ce que c'est qu'une donnée durable? Les fichiers eux-mêmes ont des formats, et les formats, il y a des standards dans le monde pour le format des fichiers. Si on fait un fichier MP3, ce n'est pas si bon qu'un fichier WAV. Hein? Alors, si on a le choix, il faut créer un fichier WAV. Si on crée des choses en Microsoft Word, les fichiers ne sont pas durables, il faut les convertir en RTF, texte ou PDF. Et pour chaque espèce de fichier, il y a des standards. Et c'est le boulot de l'archive, l'archive aussi il va vous conseiller quelles formes de fichiers ils vont accepter dans l'archive. Il faut convertir. Si on a des MP3, on a déjà perdu beaucoup d'informations, mais il faut les convertir en WAV pour qu'ils soient archivables. Alors c'est mieux de créer les fichiers dans un bon format que de les convertir après. Il y a beaucoup de bonnes pratiques déjà établies et c'est un très bon guide des bonnes pratiques en français. Je vais vous le donner dans un instant. Ça date un peu, il y a 13 ans, mais je crois qu'il y a beaucoup de principes là-dedans qui sont toujours valables. L'autre chose qui est très importante au commencement du travail, c'est d'avoir le consentement des gens avec lesquels on travaille
pour qu'on puisse archiver les fichiers, pour qu'on puisse utiliser les fichiers dans divers outils ou autre chose. Alors, avoir le consentement, on peut l'avoir sous une forme écrite, et je crois que Jacques a déjà un formulaire pour l'archive ici. Mais on peut aussi enregistrer le consentement oral si on fait un enregistrement. Mais c'est très important parce que si on n'a pas le consentement, on ne sait pas après ce qu'on peut faire avec ces données. Et le problème pour toutes les données qu'on a créées dans le passé, c'est qu'on ne sait pas si les gens ont fait vraiment, ont donné leur consentement ou non. C'est un problème. Alors notre archive Paradisec, c'est l'archive des sources numériques sur une culture menacée de la région Pacifique. Il y a 1200 langues. Comme vous voyez là, il y a beaucoup de choses. Il y a presque maintenant 300 000 fichiers, plus de 11 000 heures d'audio. C'est à 72 terabytes. C'est très grand. Il y a beaucoup de choses et il faut vraiment le soigner très soigneusement. Et il y a aussi des vidéos, audio, des images, du texte. Il y a plusieurs espèces d'informations. Dans les 4 dernières années, on a eu beaucoup de téléchargements. C'est très utilisé. On voit que beaucoup de gens utilisent l'archive Paradisec, soit pour déposer leurs données ou pour trouver des choses dans les langues. Et c'est important pour nous de voir qu'il y a aussi des gens dans le Pacifique qui l'utilisent. Pas si beaucoup, mais c'est important. Peut-être c'était l'atelier là où on était là il y a quelques ans, 20 jours, on va regarder Paradisec. Pour déposer dans notre archive, alors il y a le site web et on peut trouver là toute l'information, mais il faut remplir une forme de dépôt. Alors c'est le consentement avec les locuteurs. Et après, moi, comme chercheur, je dois remplir le forme de dépôt qui dit ce que l'archive peut faire avec ces données. Et pour nous, à Paradisec, on ne peut pas accepter les données sans le forme de dépôt. Et là, on dit que c'est complètement ouvert ou que c'est fermé. Et puis après, pour quelle raison? Peut-être vous êtes étudiant et vous voulez travailler sur les données pour 5 ans. On peut les mettre dans l'archive et dire pour 5 ans, ce n'est pas disponible à tout le monde, mais juste pour moi. Mais pour moi, c'est important de l'avoir dans l'archive parce que je sais déjà que que je peux le citer dans mon travail. Alors, dans ce que j'écris, je peux dire cet énoncé vient d'un tel fichier et le fichier est numéro X dans l'archive. Alors pour moi, ce n'est pas juste sur mon ordinateur, mais je le cite et après les autres peuvent aller et vérifier ce que je dis. Si je dis que cet énoncé existe dans la langue, moi comme chercheur linguiste, je dis qu'il y a une telle structure dans la langue, ils peuvent aller, ils peuvent voir dans l'archive, ils peuvent écouter que vraiment ça existe. Alors le dépôt est très important et en plus ça nous donne le licence. Un contrat, oui. Pour savoir comment distribuer les données.
avec notre catalogue, on peut aussi donner des droits à des individus. Alors, on peut faire que c'est fermé à tout le monde, mais je sais que Mirose s'intéresse dans ces données. Je peux donner les droits à Mirose, mais même à personne d'autre. Oui. Alors, c'est bien d'avoir un catalogue qui vous permet de faire comme ça. Et c'est le collecteur qui peut changer les conditions lui-même et dire que aujourd'hui je le change pour Jacques, mais demain Jacques est fermé et je le donne à Mirose. Alors ça c'est une chose qu'on peut faire. Pour nous, c'est pas la peine d'avoir les données qui sont fermées pour toujours. Hein? Si on dit qu'une donnée est fermée pour toujours, c'est mieux de le jeter maintenant parce qu'il n'y a pas de problème de le garder pour toujours. Hein? Alors il faut toujours avoir quelques moyens dans lesquels les gens vont pouvoir utiliser ces données. Nous avons aussi une catégorie qui est privée. Ça veut dire que le catalogue n'est pas visible à tout le monde. C'est complètement invisible. Et ça, c'est pour quelqu'un qui crée une collection. Il veut le créer, il veut travailler avec ça, mais il ne veut pas que ça soit visible. Et on peut le faire aussi. Mais à un certain point, il faut le faire visible. On peut chercher dans le catalogue, ça c'est pour chercher pour les dictionnaires, et on a assez, comme je dis, c'est pas juste les enregistrements, c'est pas juste les manuscrits, mais par exemple les dictionnaires. Ça c'est vraiment très important parce que après 20 ans, peut-être qu'il y a des gens qui viennent, qui veulent republier un dictionnaire, qui vont le renouveler avec des mots qui sont venus dans la langue. Et c'est beaucoup plus facile s'ils peuvent trouver les données dans un format editable. Que l'on peut éditer, qu'on peut éditer. Ouais. Au lieu de devoir scanner un manuscrit. Alors, c'est... Hein? Qu'on peut modifier en fait. Ça. Oui, qu'on peut modifier. Et là, on voit le dictionnaire Kalam, qui c'est un vraiment très important dictionnaire de Papouasie-Nouvelle-Guinée, et on le stocke ici en format, bon là c'est un format qu'on peut après modifier si on veut faire une autre espèce de dictionnaire, comme dictionnaire pour les enfants, dictionnaire de mots de, je sais pas, des poissons et tout ça. On peut trouver les données là et refaire le dictionnaire. Est-ce qu'il y a des questions là? Je fais juste un... Donc, Nick est passé sur la question en fait, de l'accessibilité des données une fois qu'elles sont déposées sur l'archive et des niveaux de confidentialité. Hein. Donc l'idée c'est qu'on peut avoir des documents qui sont accessibles directement, qui sont ouverts à la planète, et puis ensuite on peut travailler sur des degrés successifs d'accessibilité en fonction du vœu de la personne qui a déposé ces fichiers. La limite étant que c'est ridicule de déposer quelque chose si on dit que c'est inaccessible pour l'éternité. Hein. Donc il faut bien à un moment donné où on puisse y accéder, sinon autant ne pas le déposer sur une archive. Mais est-ce que c'est un point délicat ça, parce que hein, on sait que les informateurs et les gens qui participent aux travaux de collecte peuvent être inquiets de l'utilisation qu'on va faire des éléments qu'on a collectés avec eux. Et donc ce qui est intéressant, c'est que dans la structuration même de ces archives, et on va travailler de la même manière sur l'archive qu'on est en train de concevoir ici, on va également réfléchir à ces questions d'accessibilité, de confidentialité, pour permettre des degrés différents d'accessibilité des fichiers. Néanmoins, je parle sous contrôle de Nick, il y a au moins une information qui de toute façon reste disponible dans tous les cas, ce sont au moins les métadonnées, en tout cas les métadonnées essentielles. C'est-à-dire, ça n'a pas de sens de déposer un fichier sur une archive, un enregistrement sonore,
s'il n'y a pas au moins une indication qui dit qu'il existe et qu'il est là, même si on ne peut pas l'écouter. Parce que ça veut dire que là, on le perd si on n'a pas la métadonnée. En plus, ce que je n'ai pas dit, c'est que chaque utilisateur de Paradisec doit se registrer. Et quand on registre là, on accepte des conditions. Les conditions sont que on va respecter les données, qu'on ne va pas les distribuer. Hein? Et alors, ce n'est pas complètement ouvert, c'est ouvert aux utilisateurs registrés qui ont déjà accepté ces conditions. Et ce n'est pas complètement ouvert. Et c'est important de le dire. Hein. Ce n'est pas que tout le monde peut accéder à ces données. Numérisation. On sait qu'on peut connecter l'audio à l'ordinateur et numériser comme ça. Mais ce n'est pas une bonne façon de le faire. Hein. Ce n'est pas d'une qualité assez bon pour ce que nous faisons. Comme nous travaillons avec des données uniques et très importantes, il faut vraiment faire attention aux standards et même la forme de numérisation. Alors, quand on numérise, il faut l'équipement juste. Il faut trouver quelqu'un qui a le converteur de analogue à digital d'assez bonne qualité. Ce n'est pas juste de le mettre dans l'ordinateur. Le standard pour l'audio maintenant c'est 96 kHz 24 bits. Ça c'est très très haut, mais il y a des archives où ils ont le double, même le double de ça. Mais pour nous, c'est ça. Et vous savez que pour le CD, la qualité c'est 44 kHz. Alors c'est le moitié de ça, à peu près. Mais pour nous, ça c'est le standard. Et en plus, quand on joue la bande ou cassette, il faut ajuster, ça c'est un peu technique, mais la tête de l'enregistreur, il y a la tête qui texte le signal, qui prend le signal de la bande. Et on doit changer l'attitude de la tête pour qu'on prenne le meilleur signal possible. Et ça c'est assez technique, il faut trouver des gens qui savent ce qu'ils font. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire soi-même. Hein? Il faut des spécialistes. En plus, il faut savoir si la bande est jouable. Hein? Et pour beaucoup de nous, ce n'est pas évident. On regarde, on dit oui, c'est jouable, on le met sur la machine, et quand on le joue, tout est cassé. Hein? La bande est là, il y a des parties de la bande qui vont partout. Il ne faut pas essayer de jouer des anciennes bandes, parce que ça risque de les détruire. Il faut absolument trouver des gens qui pourront vous aider en ça. Nous avons chez nous un ingénieur audio. Nous mettons les bandes dans un four avec vacuum. Du vide, oui. Pour 3 ou 4 jours pour que ça sèche et tout. C'est vraiment une art. Hein? Ok, ça c'est pour l'audio. Les images, c'est bien de prendre le TIFF. Alors si on a le choix, on va consulter des manuscrits dans une bibliothèque là et on veut prendre des images.
pensez à utiliser TIFF et non pas créer des PDF ou des JPEG. TIFF, c'est le plus haut possible. Et il y a, comme je dis, il y a beaucoup de standards. C'est pas moi qui le dis, il y a beaucoup de standards qui disent qu'il faut avoir le TIFF. Vidéo, c'est très difficile parce qu'il y a plusieurs formats de vidéo maintenant. Chaque compagnie a ses formats et c'est un peu difficile. Mais le format d'archivage, c'est JPEG 2000 et MXF. Très très haute qualité. Et texte ATF. Et il y a des liens, je peux vous laisser les liens pour voir les pages. Il y a l'Association internationale des archives sonores et audiovisuelles, IASA, et c'est là qu'on va pour trouver les standards. C'est vraiment, et comme vous voyez, il y a une page en français, et je vais vous distribuer leur bouquin sur les standards pour l'audio dans un moment. Mais ça, c'est leur site. Et il y a plusieurs publications. Safeguarding of Audiovisual Heritage, Guidelines on the Production and Preservation of Digital Audio Objects. Et il y en a aussi en français. Mais c'est eux qui font les standards pour les fichiers audiovisuels. Il y a aussi un bouquin qui est très utile, celui-ci, et je vais distribuer celui comme PDF aussi. Ça c'est plutôt pour les manuscrits. Comment faire les images des manuscrits. Comme vous voyez, c'est assez gros comme bouquin, hein, mais c'est ce qu'il faut pour faire de bonnes représentations des manuscrits. Mais c'est disponible Open Access. Ouais. Une des collections qu'on a trouvées, c'était d'un linguiste de Sydney. C'était professeur de linguistique de Sydney. Il est décédé. Et après, il y a eu une chambre pleine de boîtes de notes, de manuscrits. Alors, on a pris 14 000 images de ces manuscrits. Les originaux sont allés à la Bibliothèque nationale d'Australie. Ils restent là comme papier. Mais nous avons pris toutes les images parce qu'ils étaient dans une maison à Sydney, à sa maison à Sydney. Sa femme n'était pas très heureuse parce que c'était toute une chambre de la maison qui était prise avec ces boîtes. Et nous sommes allés là, dans la maison, pour faire les images et après pour porter les boîtes à la bibliothèque. Alors, on a fait avec un tripode et une caméra comme ça, et on a pris des images de tous ces documents. Avec 14 000, on a pu faire presque 3 000 par jour. C'est ce qu'on peut faire. Parce que l'ordinateur va donner les noms. Il faut nommer les fichiers pour savoir ce qu'on a. Et on peut le faire. Alors, on a pris 2-3 semaines pour faire le travail là. Et alors, on a pu, c'est en ligne, on peut le garder si on veut, c'est en ligne là. Et on a mis les métadonnées en ligne liées aux objets. Là, c'est une des manuscrits. On peut le regarder maintenant, c'est là. Et on peut l'élargir jusqu'à là. Alors, pour beaucoup de manuscrits, il faut l'élargir pour voir ce qui est écrit. Mais maintenant, ça c'est
complètement ouvert à tout le monde. Et ça, c'est dans la langue où je travaille. Alors, pour moi, c'est intéressant de le voir parce que ça date des années 50. Et on l'a pris, on a traduit dans la langue d'aujourd'hui parce que ça a changé un peu. Et on a fait un petit livre pour la différence, comme ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de mettre les dictionnaires en ligne comme ça, mais d'abord, le dictionnaire doit être dans l'archive, mais après, on peut faire quelque chose comme ça parce que les données sont bien structurées. Il y a le son avec ça, on peut jouer le son, mais le dictionnaire en ligne est dérivé des données bien faites qui sont dans l'archive. Maintenant, on a beaucoup d'applications numériques, et c'est une forme qui est assez utile pour distribuer l'information, et les jeunes aiment beaucoup avoir des apps. Et il y a beaucoup d'apps pour apprendre les langues indigènes. Et on peut les trouver partout sur le web. Pour moi, c'est intéressant que j'ai pu créer ce app pour le Nafsan, la langue que je connais à Vanuatu. Et il y a le son là-dedans, il y a les images. Mais les fichiers sont dans l'archive et ça, c'est disposable. Non, disponible. C'est quelque chose qui est produit à partir de ces... On peut le rejeter, on peut le jeter, c'est pas problème si... C'est un produit dérivé à partir de quelque chose qui est bien structuré dans la base. Oui, mais après, on peut... Ça, c'est comme ça n'importe pas si ça est perdu, non? Parce que c'est juste une app, mais les données existent toujours. Ouais? Alors ça, c'est le principe. Je veux dire, Nick, il ne faut pas confondre les données primaires qui sont stockées dans l'archive, qui peuvent faire l'objet... vous avez deux étapes. L'étape la plus importante, c'est vraiment la structuration des archives avec les métadonnées, etc. Et après, c'est les différentes applications que l'on peut en tirer, les sortes de produits dérivés, les applications, etc. Tout ça, ça peut disparaître, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est la donnée primaire qui est disponible dans l'archive et sa structuration. Donc c'est vraiment l'étape la plus importante parce qu'après, aujourd'hui, il y a des applications qui sont intéressantes, qui fonctionnent d'une certaine manière. Dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, il y aura d'autres applications. Et donc ces applications, elles ne vont pas cesser de se transformer, d'évoluer, de proposer d'autres possibilités technologiques, si vous voulez. Mais si la donnée primaire, elle, n'a pas été bien construite et bien structurée au départ, on ne peut pas en tirer les différentes applications qui viendront aujourd'hui et demain et après-demain. Donc ce qui est important, c'est vraiment le travail de structuration des données primaires. Oui. Et je crois que tout le monde a vu ce problème avec les sites web. Hein. Le site web, c'est très bien pour distribuer l'information, mais ça ne dure pas. Ok. Alors, un archive, en principe, doit créer plusieurs copies. Il fait des contrôles réguliers sur la qualité des fichiers. Il peut restaurer un fichier à partir d'une sauvegarde, c'est une reprise après sinistre. Il traite des conditions de dépôt et dont accès sur un site web selon les conditions d'accès et permet aux déposants d'attribuer des droits d'accès à d'autres utilisateurs. Ce sont des choses pour une archive. Hein. Comme je dis, ce n'est pas juste un dépôt. C'est vraiment vivant. L'archive doit être vivant. Les données doivent être assurées, non?
souvent, mais c'est en utilisant les données qu'on va trouver des problèmes dans l'archive aussi. Alors c'est très bien s'il y a des gens qui s'intéressent dans une telle langue, qui vont écouter, entendre ce qu'il y a là, et ils vont nous dire que ce qu'il y a là-dedans. Et on a plusieurs expériences des gens de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui entendent quelque chose dans leur collection et qui disent « Ah, ça c'est mon grand-père, il habitait ici et là » et on peut l'ajouter aux métadonnées. Je crois que j'ai... OK. Pour nous donner les métadonnées, on a un fichier assez simple, spreadsheet, feuille de calcul, et on peut là mettre, voici c'est le titre, la description, la langue et le pays. Et si on a plusieurs fichiers, on peut les mettre comme ça, et on importe ça dans le catalogue. Dans le catalogue, alors qu'il ne faut pas aller dans le catalogue et créer chaque donnée dans le catalogue. Alors ça c'est très simple et je crois que c'est une bonne façon de créer les métadonnées. Mais cet an, on est en train de créer un outil qui s'appelle, bon, on n'a pas encore le nom, mais on veut dire que ça s'appelle Digame. C'est un outil permettant de créer des métadonnées. C'est toujours en bêta, mais si vous voulez, vous pouvez le télécharger et essayer. C'est un outil où on peut mettre les métadonnées là. On peut prendre la liste des fichiers et les ajouter. L'important là, c'est de le faire assez simple de créer les métadonnées, parce que c'est une tâche qui est difficile, et si les gens ne peuvent pas créer les métadonnées, ils ne peuvent pas archiver leurs données. Alors ça, c'est un outil, c'est aussi disponible en français. On a le choix de changer la langue là-dedans. J'ai voulu le montrer, mais c'est sur l'autre ordinateur. Mais si on veut, on peut jouer avec après ou dans la pause. Mais c'est quelque chose qui est en train d'être créé maintenant, actuellement. Et je crois que peut-être au mois de février, on va le lancer. Il y a l'écran pour les personnes. Il y a un écran pour les sessions. Session, ça veut dire si on va faire un enregistrement pour une après-midi ou quelque chose comme ça, tous les enregistrements font partie d'une session. Ce n'est pas la peine d'écrire chaque fichier. On écrit un événement et chaque fichier fait partie de cet événement dit session. Et en haut, il y a le projet. Et le projet va décrire qui l'a créé, pourquoi, comment, toute l'information en gros. Alors ça c'est Digame. On voit c'est Simon X. On a plusieurs noms, mais on n'a pas encore choisi le nom pour cet outil. Okay. Maintenant, c'est encore plus aride. On va en chaque terme. Les métadonnées, il y a Dublin Core, c'est le standard dans le monde. Chaque bibliothécaire connaît Dublin Core, et c'est là qu'on peut trouver tous ces termes de métadonnées. Alors pour nous, c'est l'identifiant d'une collection. Pour moi, c'est mes initiales. Et après, il y a un article. Alors ça, c'est 81. Ça, c'est le nom de l'article. Et puis, en dessous
au-dessus de ça, il y a les fichiers. Alors, il y a fichier, il y a l'article et il y a la collection. Pour nous, c'est 3 niveaux. Et ça marche pour nous parce qu'on peut mettre la description métadonnée ici dans l'article et pas pour chaque fichier. Et là, on voit qu'on a le fichier WAV, on sait que c'est le son, et celui-là, c'est EAF, et ça, c'est ce qui est créé par Elan, c'est le transcrit. Et on nomme le transcrit le même que le fichier, alors qu'ils vont toujours ensemble, et on sait que ce fichier WAV a ce transcrit en format Elan. Ok. On va voir chaque élément des métadonnées. Mais peut-être on va poser maintenant pour 15 minutes. Oui? Ok. On pose pour 15 minutes. Vous pensez aux questions et puis on recommence dans 15 minutes.